et Volodymyr Zelensky a décroché la timbale. Il a écrit « J'apprécie l'engagement du président Trump en faveur de la paix par la force. C'est ce qui peut rapprocher l'Ukraine d'une paix juste. » Alors qu'en réalité, il tremble que l'autre lui force la main pour l'obliger à faire des concessions territoriales. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à l'analyse de Gulliver Cragg sur les conséquences de l'élection de Donald Trump pour l'Ukraine et pour le front ukrainien. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Quelles conséquences aura cette victoire sur la marche du monde et plus spécifiquement sur le front ukrainien? On retrouve, pour en parler, Gulliver Cragg, notre correspondant à Kiev. Bonjour à vous. Bonjour à vous, Gulliver. Le président ukrainien a félicité déjà Donald Trump pour son impressionnante victoire, je cite, lors de cette présidentielle américaine. Volodymyr Zelensky qui espère que cette élection aidera son pays à obtenir une paix juste. Ce sont ses mots. Est-ce que c'est pour autant ce qui se profile pour son pays? En tout cas, c'est ce que disent aussi les Ukrainiens à qui je parle ici sur Maïdan. Je pense que le réflexe diplomatique a vraiment pris le devant dans le pays. Tout le monde comprend qu'il va falloir essayer de travailler avec Donald Trump et de faire en sorte que les États-Unis continuent à aider l'Ukraine malgré certaines déclarations de Donald Trump et surtout celui qui sera vice-président, J.D. Vance. Et donc, la première information que l'on peut tirer, c'est que il y a désormais un consensus pour les Ukrainiens qui se dégagent, non pas de continuer à pleurer pour la poursuite de la guerre et de l'armement, mais pour travailler en communion avec Donald Trump. Nous savons que le préalable de Donald Trump, c'est que cette guerre doit cesser. Doit-on considérer que désormais les Ukrainiens ont acté que cette guerre sera finie, qu'ils le veuillent ou non? Pendant la campagne, bien sûr, il y a beaucoup d'inquiétudes, mais déjà, bien avant cette élection, peut-être après le gaffe que Volodymyr Zelensky a fait lors de sa visite aux États-Unis, dans un entretien, il avait traité J.D. Vance de trop radical. Depuis, clairement, il fait la cour à Donald Trump. On l'a vu notamment avec la présentation de ce qu'il appelait son plan pour la victoire. Hormis les demandes d'aide des alliés, il y avait ces propositions d'ouvrir pour les investisseurs les ressources minéraux de l'Ukraine et aussi de peut-être fournir des forces pour remplacer éventuellement les troupes américaines. Là, vous voyez, la concession, c'est de vendre les bijoux de famille. Alors que l'Ukraine ne sait même pas comment on va financer sa reconstruction. Comment sera l'après-guerre. Zelensky, dans son plan de paix, il est en train de brader ce qui pourrait être le peu d'espoir qui reste à l'Ukraine de pouvoir rembourser ses dettes et peut-être financer la reconstruction du pays, en ouvrant les minerais du pays aux investisseurs étrangers. Dans quel pays au monde on a vu cette manœuvre-là profiter au pays? Les Africains peuvent en parler. À chaque fois que ces gens-là débarquent dans ce genre de traité, c'est pour prendre plus que vous. Et l'autre concession, bien évidemment, ici, on n'est plus dans le cas de Biden. Biden qui donnait. Tant qu'il n'y a pas un soldat américain qui meurt sur le terrain, on peut vous donner de l'argent. Ici, vous comprenez bien que Zelensky, il prend les devants. Il propose de remplacer des soldats américains stationnés ailleurs par des soldats ukrainiens. Ces soldats ukrainiens, il les a pris où? Parce qu'il faut dire que les mobilisés ukrainiens sont des mobilisés de force. Ce ne sont pas des mobilisés qui ont voulu aller à la guerre. Et que donc, si la guerre finit, ils n'ont aucun intérêt à vouloir rester des soldats de l'armée ukrainienne. Donc, les soldats qu'il promet, il les promet d'où? Il les tient où? Parce que ceux qui étaient volontaires comme soldats, il y a bien longtemps que l'Ukraine n'en a plus. Donc, c'est quelle armée, c'est quels soldats il va fournir pour remplacer les contingents américains situés je ne sais pas où dans le monde?
en Europe, cela a largement été interprété comme une tentative de la part de Volodymyr Zelensky de faire appel à la mentalité transactionnelle de Donald Trump en matière d'affaires étrangères. Mais la réalité en Ukraine sur le terrain, en fait, c'est même si Kamala Harris avait gagné, les troupes sont en très très grande difficulté. Je viens de discuter avec un soldat qui est revenu hier du front. Il est venu aujourd'hui rendre hommage aux très nombreux de ses confrères, de ses camarades qui sont morts sur le front. Vous voyez derrière moi les drapeaux qui les représentent. Et il a dit tout simplement c'est catastrophique, c'est l'agonie, on manque de personnel. Pas sûr qu'une victoire de Kamala Harris aurait changé la donne, même si bien sûr c'est probablement ce qu'aurait préféré. Et donc, ce que l'on disait ici depuis des mois est en train de se concrétiser. Tu ne gagnes pas la guerre parce qu'on te fournit de l'armement. C'est pas l'armement qui gagne la guerre. Il faut des gens pour utiliser cet armement. Ce n'est pas parce qu'on te passe de l'argent que tu gagnes la guerre. Depuis que la Russie a compris qu'elle ne faisait pas face à l'Ukraine, mais qu'elle faisait face à la totalité de ce qu'on appelle la communauté internationale et surtout à l'Occident, la Russie a changé de braquet. Elle est passée de 150 000 hommes à plus de 300 ou 400 000 hommes sur le front. Elle a changé la tactique de combat, même si c'est elle qui doit avancer, elle avance par technique d'attrition. Il faut détruire les capacités militaires ukrainiennes avant de penser à conquérir le terrain. Et les Ukrainiens, il y a encore un an, ou un peu plus d'un an, quand ils envisageaient leur offensive, ils se moquaient de restructuration que la Russie est en train de faire. Aujourd'hui, nous sommes, je crois, nous allons vers la 3e année de ce conflit. Nous voyons qu'il y a bien un camp qui est épuisé. Je ne dis pas que les Russes n'ont pas subi de pertes, mais nous voyons bien que la mécanique de la guerre, la différence de stratégie est en train de se manifester. L'Ukraine a de moins en moins de capacité de se battre, tandis que la Russie, de plus en plus, en utilisant la même méthode, avance de plus en plus vite. Et surtout, là où la Russie a encore pris l'avantage, c'est que la technique des Ukrainiens qui consistait à obtenir des fausses victoires et à faire la propagande comme quoi ils tenaient des villes ne peut plus marcher. Parce que depuis que les Russes ont compris ça et qu'ils utilisent des bombes planantes pour sortir les Ukrainiens de leur cachette, pour sortir les Ukrainiens des fortifications qu'ils faisaient dans les villes, eh ben, les Ukrainiens ne peuvent plus se barricader dans des villes et provoquer des combats qui allaient consommer des soldats russes. C'est pour cela quand on dit soi-disant les soldats russes sont en train de mourir, je me demande, est-ce que ces gens-là sont conscients de différentes choses qu'ils ont dit? Nous comprenons qu'à Bakhmout, il y avait beaucoup de batailles et que les Russes venaient et que c'était un combat presque rapproché. Mais depuis, les Russes, dès qu'ils voient que les Ukrainiens se barricadent, se fortifient, ils n'avancent pas. Ils font tomber 1, 2, 3 ou je ne sais pas combien de femmes. Et après, ils savent que quand ils vont arriver, ceux qui avaient choisi de rester là ne seront plus vivants et ils pourront avancer tranquillement. Donc, le scénario que je vous avais déjà parlé dans mes vidéos précédentes, qui disait que, et même Régis et History Legend aussi, on avait parlé dans une vidéo, c'est que désormais les Ukrainiens ne peuvent plus des batailles à la Bakhmout. Parce qu'à partir du moment où ils sont statiques, ils sont cuits. Et donc nous allons voir les Ukrainiens reculer de plus en plus et la Russie avancer à son rythme. Bien évidemment, plus les Ukrainiens se retirent vite ou s'enfuient vite, plus les Russes avanceront vite. Et nous constaterons ou nous verrons bien où en sera le front d'ici quelques mois. La plupart des Ukrainiens, mais loin de dire une écrasante majorité, il y a aussi beaucoup d'Ukrainiens pro-Trump, c'est important de le souligner. Mais justement, vous avez parlé avec des Ukrainiens ce matin. Que disent-ils? Ils craignent que le retour de Trump ne menace leur avenir? Des fois, je ne comprends pas les questions de ces gens-là. Trump, qu'est-ce qu'il en a à faire de l'avenir des Ukrainiens? Qu'est-ce qu'il en a à faire? Trump, il en a à faire de l'avenir de personne. La seule avenir qui l'intéresse, c'est l'avenir des Américains. N'est-ce pas déjà clair? Il a dit, redit et il le dit tout le temps.
ils craignent pour leur avenir, quoi qu'il arrive. En ce moment, c'est vraiment un moment extrêmement difficile pour l'Ukraine. Certains pensent que Trump est en quelque sorte endetté envers Vladimir Poutine, qu'il a des rapports secrets avec le président russe, qu'il travaille pour les Russes. Et là, bien sûr, ces gens-là pensent que la victoire de Trump est en quelque sorte déjà une victoire pour la Russie. D'autres gardent un espoir. D'autres pensent que ces rumeurs sur l'idée que Trump serait le candidat de Poutine sont largement exagérées et qu'en réalité, Trump ne connaît pas si bien que ça son futur homologue russe et que quand il va commencer à essayer de négocier avec Poutine, il va rapidement être déçu parce que Vladimir Poutine ne va peut-être pas vouloir s'asseoir à la table de négociation pour, par exemple, geler le conflit sur les lignes de front actuelles. Ça, c'est pas une déception. Du côté des gens qui suivent la guerre, surtout du côté anglo-saxon, qui ne sont pas dans l'idéologie et dans les mensonges des Français, on sait que la Russie n'a aucun intérêt à geler la guerre. La Russie doit provoquer soit un changement de régime, soit de mettre en place une sécurité pour elle. Et donc, l'idée de penser qu'il va geler le conflit à la coréenne, vous pouvez oublier ça. Trump ne mettra aucun soldat pour faire ça. Si l'Ukraine n'a pas ses soldats, je ne vois pas comment vous allez faire ça. La Russie n'acceptera pas de s'arrêter là. Donc, à moins que ces Ukrainiens, eux-là, soient eux-mêmes idiots, ceux qui pensent que ça soit ça, le terme de la négociation, en tout cas, selon mes analyses, ça ne peut pas être ça. Parce que les Russes savent que si jamais ils laissent la moindre possibilité aux Européens de leur faire à l'envers encore une fois avec l'Ukraine, les Européens n'hésiteront pas. Et donc, les exigences de la Russie, ça sera que l'Ukraine devient un pays neutre. Et je crois bien même que l'Ukraine va devenir un pays sans armée. Il va vouloir avancer encore plus et si Trump comprend que cela pourrait être humiliant, y compris pour les États-Unis, alors il pourrait basculer et vers une... Mais il a bu quoi, lui? Il a bu quoi? Trump, c'est le mec qui a négocié le départ des Américains de l'Afghanistan. Il n'y a aucun soldat américain sur le sol ukrainien. Et il sait bien que c'est Joe Biden et son administration qui sont derrière cette guerre. En quoi ça serait humiliant pour lui de dire qu'il coupe avec ça, surtout qu'il a déjà annoncé. Bon, après, les gens ils travaillent à la télé et peut-être qu'ils savent mieux que nous les choses que nous ignorons. Une sorte de soutien augmenté de l'Ukraine, ce qui est en réalité la seule chose qui pourrait changer la donne sur la ligne de front en ce moment. Donc il y a ces espoirs un petit peu folles et puis des critiques qui disent que c'est vraiment de la folie et de la fantaisie que de penser des choses pareilles. C'est de la folie de penser que l'issue de la guerre peut être changée puisque la chose essentielle pour gagner cette guerre, l'Ukraine n'en dispose plus. C'est des soldats qui combattent. Donc si tu n'as pas de combattants, tu ne peux pas gagner une guerre. Je ne comprends pas pourquoi les gens continuent à s'entêter et à penser que l'Ukraine peut renverser la Russie. Au point où nous en sommes, c'est plus possible. C'est comme la victoire de Trump les dernières semaines. Tous ceux qui analysent de manière impartiale les choses ont bien vu qu'il était quasi impossible pour Kamala Harris de rattraper tous les bourds, tous les erreurs, toutes les choses qui se révélaient de jour en jour. Comme pour la guerre en Ukraine. Tout le jour, on a des révélations sur les difficultés de l'armée ukrainienne au front et sur les victoires et les avancées russes qui sont de plus en plus notables, de plus en plus visibles et de plus en plus rapides. Et peut-être finir avec cette intervention de Vincent Herweg qui dit le comportement des Européens par rapport à la victoire de Trump. Voilà, mais d'abord l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Vous vous penchez ce matin sur les réactions diplomatiques à l'élection de Donald Trump. Oui, la revanche éclatante de Donald Trump, ce scénario purement américain, ce n'est pas forcément celui sur lequel misaient les diplomates prudents et sensibles aux sondages, mais ça fait quand même des mois qu'ils y travaillent, que le monde entier réfléchit au retour du Donald. Toutes les capitales y pensaient. Mais sans se préparer, parce que personne ne sait comment ça va se passer. On redoute ses manières imprévisibles et les grandes lignes de son programme. Quand le président élu promet
Hier, au soir de son triomphe, un nouvel âge d'or pour l'Amérique. On entend que la Chine sera mise au régime et l'Europe, qu'il considère comme une mini-Chine, condamnée au pain sec et à l'eau. On accroche sa ceinture, ça va décoiffer. Est-ce que l'Europe devrait avoir peur? Ce genre de fauve ne connaît que le rapport de force. Donald Trump n'a pas de... Oui, selon moi, l'Europe devrait avoir peur. Parce que beaucoup de ces élites européennes ont contribué à façonner la mauvaise image, la mauvaise réputation qu'on a construite de Trump depuis 2016. Et beaucoup d'entre eux sont en place. Et donc, ça promet. compassion, juste le goût du sang devant les faibles, et les dirigeants en place à Londres, à Berlin, à Madrid sont faibles, presque autant qu'à Paris. Hier, ils sont donc lancés dans un grand concours de flagornerie pour féliciter le vainqueur. C'était l'Eurovision de la soumission pour le titre du meilleur ami de l'Amérique en Europe. Et Volodymyr Zelensky a décroché la timbale. Il a écrit « J'apprécie l'engagement du président Trump en faveur de la paix par la force. C'est ce qui peut rapprocher l'Ukraine d'une paix juste, alors qu'en réalité, il tremble que l'autre lui force la main pour l'obliger à faire des concessions territoriales. » Donald Trump a juré de faire la paix en 24 heures. Kamala Harris déclarait dangereuse et inacceptable comme une reddition toute solution qui abandonnerait une partie de l'Europe aux Russes. Eh bien, c'est évidemment ce qui est en train de se préparer. Donc, Vincent Hergouarg, pour lui, c'est cuit. L'Ukraine devrait faire des concessions. Nous verrons bien ce qui en sera. Nous verrons bien quelle en sera l'issue. C'était tout pour cette vidéo. Peace out.